Alors, on va démarrer. On va vous présenter en fait un talk conjoint entre Lacework et QuickSign. Cette présentation a pour but de vous montrer comment on peut intégrer la sécurité dans un environnement DevOps et quels sont les challenges qu'on va rencontrer, qu'on rencontre, parce que c'est pas facile, même si on a les outils, même si on a la bonne techno, c'est pas toujours qu'une question de technologie. Et voilà. Et puis après, bien sûr, on fera une démo. Donc, on va aussi prier un petit peu les demo gods que ça fonctionne live. J'ai essayé là, il y a 2 minutes de brancher ma 4G, ça marchait pas. Donc, je suis passé sur le Wi-Fi. J'espère que la bande passante va m'autoriser à faire ce que je veux faire. Tout ça, c'est le live. On verra live and direct, comme on dit, quoi. Allez, on y va. Alors, je me présente, puis après, je te laisserai, Cédric, te présenter. Donc, moi, je suis Jérôme Baude. Je travaille chez Lacework, donc un éditeur de logiciels dont la plateforme effectue de la sécurité des environnements cloud. Et mon rôle au sein de Lacework, c'est d'être système ingénieur. Et puis, bonjour Cédric, et je te laisse te présenter. Ouais, bonjour, donc je m'appelle Cédric Picard, je suis ingénieur sécurité chez QuickSign et j'ai en charge la mise en place de la sécurité d'un point de vue technique. Ok, allons-y. Donc, je laisse présenter l'agenda peut-être, Cédric. Ouais. Alors, on va commencer par une petite présentation de QuickSign et du contexte qui nous a amené à faire de la sécurité dans un environnement DevOps. Ensuite, on va vous parler un peu comment on fait de la sécurité au niveau du run, puis au niveau du build. Jérôme nous fera une petite démonstration, on verra après à quoi elle correspond. Et enfin, je vous présenterai comment, chez QuickSign, on a mis en place la diffusion de la sécurité au sein de l'ensemble des équipes. Et on a un petit jeu aussi à la fin. C'est vrai. On vous proposera, si vous voulez, de faire un tirage au sort pour gagner des AirPods. Donc, ayez la patience d'aller jusqu'au bout et puis il y aura un petit QR code qui vous permettra de participer au tirage au sort. Voilà. Alors, présentation de QuickSign. Donc, QuickSign, Cédric, signature rapide. Donc, on se dit que c'est le DocuSign à la française, mais c'est pas que ça. Non, en effet. Alors, QuickSign, c'est une petite entreprise. On est environ une centaine de personnes, donc ça a ses avantages comme ça, ses inconvénients. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait de la mise en relation client. Alors, qu'est-ce que c'est la mise en relation client? Pour faire simple, je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà ouvert un compte chez Boursorama ou fait une demande d'une Amex. Au début, on vous demande de présenter vos pièces d'identité, peut-être faire un peu de face matching, et à la fin, vous signez votre contrat de manière électronique. Mais tout ça, c'est QuickSign qui le fait. On travaille principalement avec des banques et des assurances. Dans un milieu, géographiquement, on est plutôt situé en Europe. On est exclusivement situé en Europe. Ce qui fait qu'on a un certain nombre de contraintes réglementaires, que ce soit bancaire, européen ou français. Et donc, du coup, j'imagine que la sécurité, c'est quelque chose de central pour une activité comme la tienne. Effectivement, vu qu'on travaille avec des données personnelles, la sécurité, c'est un enjeu métier, en fait. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, tu peux peut-être nous rappeler un petit peu le contexte technologique qui nous a amené à arriver aujourd'hui dans cette conférence DevOps? Oui, bien sûr. Alors, en 2011, QuickSign a sorti la version 3 de son application. En gros, c'est un gros monolithe fait en Java. Ce monolithe a vécu et vit encore, en fait. C'est encore notre plateforme principale, celle qui nous rapporte le plus d'argent pour le moment. Et il y a quelques années, on s'est posé la question, au fil du temps, avec les années qui passaient, le besoin de nos clients a évolué. Et une plateforme de type monolithique avait ses limites sur l'évolution du produit. Donc, s'est posé la question de faire évoluer le produit, mais c'était compliqué. Et donc, il a été décidé de faire une refonte complète de l'application. Donc, on est parti sur une refonte et de l'infrastructure et de l'applicatif. Donc, infrastructure, on est parti sur du cloud, l'infra as code. Et au niveau de l'application, on est parti sur du microservice. Donc, ça a aussi des avantages commerciaux, vu que des technologies un peu plus modernes attirent plus facilement aussi un nouveau type de client.
Par contre, j'imagine que d'un point de vue sécurité, ça pose aussi des challenges un peu différents, hein. On est sur Docker, on est sur Kubernetes, on est sur toute l'élasticité qu'apportent ces technologies cloud natives. Et donc, c'est ça qu'on va vous présenter aujourd'hui. Je te laisse peut-être parler de la vision globale au travers de l'usine logicielle, ce qu'on appelle l'usine logicielle. Oui. Alors là, on a une vision simplifiée de notre chaîne de déploiement, donc qui part du développement de notre application par nos développeurs et qui va jusqu'à la mise en production. Donc, j'ai parlé de contraintes tout à l'heure, de contraintes réglementaires, et ces contraintes réglementaires nous imposent de faire de la sécurité à différents endroits. Donc, il a fallu qu'on mette en place de la sécurité à différents endroits de ce pipeline. Et si tu peux mettre la suite, voilà, il a fallu mettre de la sécurité un peu partout au final. Donc, ce qu'on va vous présenter, c'est dans un premier temps comment on fait de la sécurité au niveau du run. Donc, on va commencer à droite, au niveau de la production. Ensuite, on vous présentera toute la partie build, donc au niveau de notre chaîne CI/CD. Qu'est-ce qu'on met en place pour faire de la sécurité. Donc, c'est surtout de la sécurité liée à de la sécurité applicative. Et par extension, cette sécurité applicative, comment on l'applique au niveau des développeurs et de leur poste de développement. Et enfin, on reviendra un peu sur la droite en parlant de comment on peut mettre de la sécurité au niveau du déploiement pour augmenter la sécurité de notre environnement de production. Alors moi, je peux vous montrer ce que nous, Lesswork, on couvre par rapport à tous ces points de vérification et cette sécurité. Donc, qu'est-ce qu'on va couvrir? Alors, si je démarre sur la partie centrale que vous voyez, hein, CVE scan. Bon, les CVE scan, c'est quoi? C'est les risques que vous avez mis en place parce que vous n'avez pas forcément mis à jour l'OpenSSL. OpenSSL qui est sorti il y a 2 semaines, je crois, vulnérabilité importante. Si j'en prends une autre, tout le monde en parle encore aujourd'hui, Log4j. Donc tout ça, c'est quoi? C'est des risques. Ça ne veut pas dire que vous allez vous faire breacher. Ça ne veut pas dire qu'un attaquant va utiliser cette porte d'entrée. Mais ça veut dire que vous avez une porte ouverte. Et cette porte ouverte, quelqu'un peut en profiter. C'est aussi simple que ça. Donc après, une fois qu'on a identifié et corrigé ces risques, hein, et on voit qu'on peut le faire, bien sûr, au niveau de la CI. Donc là, on regarde le code, on regarde le build applicatif, on regarde le container ou l'image du container qui vient d'être créé, on va le scanner, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur et est-ce qu'on détecte des vulnérabilités. On va faire ça, bien sûr, au niveau du registre, parce que ça ne veut pas dire qu'au moment du build, vous étiez clean. Il n'y avait pas de vulnérabilité, on a construit quelque chose de parfait, tout propre, on décide de le mettre dans le registre. Il est prêt au déploiement. Mais par contre, cette image, 2 semaines après, peut-être que là, elle est vulnérable, parce que depuis, en 2 semaines, on a découvert de nouvelles vulnérabilités. Donc il est important aussi de compléter cette analyse au niveau du build avec une analyse régulière, tous les jours en fait, hein, au niveau du registre, pour vérifier si on est toujours bien conforme et dépourvu de vulnérabilité. Et enfin, le 3e point, quand on fait du Kubernetes, vous avez peut-être entendu parler de l'admission controller Kubernetes. C'est quoi l'admission controller? C'est un webhook qui intercepte la demande de provisioning, de déploiement d'une image Docker sur votre cluster et qui regarde si elle est conforme par rapport à un certain nombre de règles et donc ici dépourvu de vulnérabilité. Et on pourrait voir qu'il y a peut-être même d'autres règles que celle-ci. Mais ça, c'est l'identification des CVE. Et puis ça, c'est les CVE, hein, comme je viens de le dire, c'est des risques, c'est des portes ouvertes. Mais, in fine, ce que nous, on veut détecter en sécurité, hein, quand on est à un jet de sécurité, ce qu'on veut détecter, c'est les attaques. C'est s'il y a quelqu'un qui a pénétré dans mon infrastructure et qui est en train de naviguer ou qui est en train de préparer, il a mis le pied sur un premier asset et il est en train de préparer une attaque de plus grande envergure. Et ça, c'est la threat detection. Et ça, effectivement, c'est ce qu'on fait en supervisant tous les flux et en détectant des flux potentiellement anormaux de type cryptominer, de type ransomware, et j'en passe. Voilà. Et puis, il y a une autre partie dont tu vas parler aussi aujourd'hui, c'est la partie complètement amont, au niveau du code applicatif lui-même, le scan du code, la revue de code, les bonnes pratiques de code, c'est ce qu'on appelle le SAST, et puis l'analyse aussi des dépendances au niveau du code. Ça, c'est le SCA, et c'est des choses qu'on s'apprête aussi à délivrer dans notre roadmap.
Pourquoi on fait tout ça et pourquoi on est là aujourd'hui alors que l'informatique, je sais pas, c'est pas d'hier. Hein. La sécurité dans l'informatique, c'est pas non plus d'hier. Il y avait déjà des problèmes de sécurité dans les environnements mainframe, COBOL, il y a 50 ans de ça. Hein, il y en a toujours. Pourquoi aujourd'hui, dans une conférence DevOps, on est là? En fait, si on prend des images un peu simplistes, hein, on peut dire qu'avant, quand on avait notre data center on-prem et que tout était dans le data center on-prem, on avait une espèce de grosse muraille autour du data center on-prem. Hein. Cette grosse muraille, c'est le firewall et puis ensuite des sous-murailles à l'intérieur entre les zones réseau, la DMZ, la zone applicative, la zone DB, etc. Mais grosso modo, on fonctionnait comme ça, avec des murailles. Et puis une fois que le flux était passé à travers la muraille parce qu'on avait ouvert le port, alors là c'était la fête, hein, il n'y avait plus de SSL, c'est discussion directe en plein texte, il n'y avait pas de problème, on est dans un environnement sécurisé. Mais sauf que maintenant avec le cloud, c'est plus ça. Le modèle opératoire du cloud, c'est tout le monde accède, tout le monde déploie rapidement. Il y a un côté éphémère des objets qui sont déployés, du scale, up, down, des machines qu'on éteint, des containers qui se déplacent, une adresse IP qui change. Et tout ça, en fait qu'on est beaucoup plus dans cette image de droite où finalement, on a des tentes qu'on démonte, qu'on remonte, on se déplace. Et la sécurité, elle est partout, en fait. Elle est nulle part et partout. Et c'est ça qu'on essaye de faire, et c'est ça le challenge de Kubernetes et des environnements cloud d'aujourd'hui. Peut-être que tu peux nous dire comment ça se matérialise pour une appli comme la vôtre, quoi. Oui, effectivement. Effectivement, entre notre plateforme legacy monolithique et notre nouvelle plateforme à base de microservices et de Kubernetes, il y a eu un changement complet de paradigme qui peut se traduire de différentes façons. Comme tu disais, on a une multiplication des assets. Là où sur notre plateforme monolithique, on avait une grosse application Java, maintenant, vu qu'on est en microservice, on a N applications qui sont déployées. D'un point de vue temporel aussi, il y a des changements. Une application sur un système monolithique, on la déploie, elle est là pour durer, alors que sur du Kubernetes, une application a une durée de vie limitée, elle peut partir, elle peut revenir. Et enfin, d'une façon plus globale, le DevOps apporte une facilité aux équipes, que ce soit aux équipes d'infra, aux équipes de développement, de faire des évolutions de leur système, donc des mises à jour plus fréquentes, et que ce soit de l'infra ou de l'applicatif. Donc là où jusqu'à présent on faisait de la sécurité avec des règles statiques, en faisant des dashboards, ça devient plus compliqué, c'est pas impossible, mais ça devient extrêmement compliqué d'appliquer ce même système à un système cloud, Kubernetes. Du coup, c'est pour ça qu'on a décidé de partir sur autre chose. En parallèle de ça, ce qu'on voulait, comme je disais tout à l'heure, on est une petite entreprise, on est une centaine de personnes. À l'époque où on a commencé à travailler avec LessWorks, on était 2 dans l'équipe sécurité. Donc, maintenir un tel système à 2 personnes, c'est vraiment encore plus compliqué. Donc on est parti sur autre chose, sur un système comportemental, que tu vas pouvoir nous expliquer d'ailleurs. Alors effectivement, c'est le terme comportemental. Je vais essayer de vous expliquer rapidement, on aurait besoin de plus de temps pour aller dans le détail de cette approche. Mais ce qu'il faut retenir dans ce que vient de dire Cédric, effectivement, c'est peu de personnes et peu de temps à consacrer à la sécurité. Et même si on est une grosse boîte, on a de toute façon cette problématique-là. Si vous avez des centaines, voire des milliers d'alertes par jour, c'est comme si vous n'en avez aucune en fait. Hein. Parce que finalement, trop d'alertes tue l'alerte finalement. Hein. C'est un peu ça. Parce qu'on ne peut pas tout regarder, on ne peut pas tout vérifier et passer son temps dans la journée à regarder tout ça. Qu'est-ce que c'est que l'analyse comportementale ? En fait, avec LessWorks, ce qu'on vous propose, c'est déjà une découverte de vos flux applicatifs, comme le schéma l'illustre, depuis l'entrée nord, donc les flux provenant d'Internet, hein, les external IP. Et si vous êtes exposé, vous êtes sûr que tous les voyous de la Terre vont essayer de se connecter, et donc vous allez avoir des known bad IP. Hein, c'est des adresses IP qui sont connues comme appartenant à des organisations mafieuses qui vont essayer de rentrer. Et puis après, il y a le parcours du flux applicatif avec réellement les communications établies. Et ça, c'est ce qui nous intéresse, parce que si un hacker pénètre,
il va effectuer un déplacement, il va passer d'un asset à un autre, il va faire de la reconnaissance, il va essayer de savoir s'il n'y a pas une base de données dans le coin, il va préparer une attaque. Et tout ça, en fait, il va avoir un comportement qui va être déviant par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Et donc, ce qu'on fait avec Lacework, c'est on regarde pendant quelques jours quels sont les comportements et quelles sont les communications que vous avez, et on en fait une base de modélisation légitime de vos comportements. Et ensuite, on dit, bon, à partir de maintenant, on va regarder tout ce qui est en déviation par rapport à ces comportements légitimes. Et là, on va venir vous alerter et on va venir vous dire qu'il y a quelque chose à aller surveiller. Par exemple, ici, en fait, si on recule dans le temps, on voit que cette application, c'est une application Java, elle communique avec Twitter. Et le flux, là, vous voyez un petit rond Twitter, elle envoie des tweets, c'est son code. Et puis d'un seul coup, il y a tous ces nouveaux traits là, en rouge là, et qui viennent perturber, qu'on n'avait jamais observé jusqu'à présent. Et c'est ça qu'on fait. Peut-être tu peux donner un exemple, ou je ne sais pas si tu veux rebondir par rapport à cette approche comme ça de constatation de nouveaux événements sur un modèle légitime, quoi. Oui, effectivement. On a eu une modification de notre firewall à un moment, et il y a eu une coquille qui est passée, qui a fait qu'un de nos serveurs, qui faisait du FTP en plus, a été ouvert sur Internet. Et très rapidement, Lacework nous a remonté qu'on avait des connexions qu'il n'avait pas l'habitude de voir depuis l'extérieur vers ce serveur, ce qui nous a permis de voir qu'il y avait une coquille dans notre configuration. Oui, voilà, donc c'est une sorte de DAT, temps réel, toujours mis à jour et illustré par ce qu'on a observé et ce qui s'est réellement produit, quoi. Peut-être qu'on peut aussi parler, du coup, maintenant, revenir, là on était sur l'analyse en exécution, hein, vous avez compris, la threat detection sur ce qui se passe vraiment sur la prod et en exécution. Là on va revenir du coup sur la chaîne applicative et parler de la sécurité applicative. Oui, tout à fait. Alors le mieux pour sécuriser sa production, c'est de pousser une application qui n'a pas de trou de sécurité. Là, pour l'instant, rien de nouveau. Alors, pour vous expliquer comment on fait de la sécurité applicative, je vais déjà vous expliquer ce qu'est une application, même si je suppose que vous savez déjà. Alors, on a du code maison qui est fait par nos développeurs. Ils utilisent des librairies applicatives qu'ils apposent à leur code. Ils buildent tout ça. Ils mettent ça dans une image Docker, en tous les cas dans notre cas. Et enfin, ils déploient cette image Docker sur un environnement d'exécution. Donc la question est, où est-ce qu'on peut faire de la sécurité sur ces différentes briques? Et la réponse est très simple, partout. Alors, au niveau du code maison, on va faire ce qu'on appelle de l'analyse statique de code, ou SAST en anglais. On connaît des patterns de code qui sont faibles au niveau de la sécurité, type injection, type XSS, pour ceux qui connaissent. Et donc, on va faire une analyse syntaxique du code et on va repérer ces patterns et on va les remonter. Au niveau des librairies qui sont utilisées, on va prendre nos fichiers de build, on va regarder les librairies et les versions qui sont utilisées. On va interroger une base de données publique qui va nous indiquer quelles sont les vulnérabilités qui sont connues pour ces librairies et pour ces versions, et on va les remonter. Donc on aura la liste des vulnérabilités. Après, il faut étudier pour voir si l'impact est réel sur notre environnement. Mais on aura les vulnérabilités qui nous concernent. Pour le scan d'image Docker, c'est à peu près la même chose. On prend notre image Docker, on ouvre les différents layers, on regarde ce qui est installé, et on va voir quelles sont les vulnérabilités qui existent pour ces briques applicatives. Et enfin, au niveau de l'environnement d'exécution, on a ce qu'on appelle le DAST, qui est donc de l'analyse dynamique. On fait tourner notre application et avec différents outils, on essaye d'attaquer directement via son interface, donc soit par les API, soit par l'IHM. On essaye d'attaquer l'application et de voir s'il y a des faiblesses au niveau du front. Donc là, on parle du code applicatif, mais ça vaut aussi pour le code d'infrastructure. Si on fait de l'infrastructure as code, c'est du code. Donc on est capable de scanner aussi ce type de code.
Donc ça sera principalement de l'analyse statique dans ce cas-là. On va prendre notre code d'infrastructure et pareil, on va faire de l'analyse syntaxique et on va voir là où il y a des patterns connus comme étant faibles. Du coup, tout ça, c'est fait au moment du build. Donc, le développeur pousse son code, fait une merge request, et au moment de la merge request, on lance les scans et on remonte tout. Mais le mieux, c'est de faire ces recherches de faiblesse et de vulnérabilité au plus tôt, donc au moment où le développeur fait son code. Donc tous les outils que je vous ai présentés là, qui sont intégrés à la CI/CD, on peut aussi les installer au niveau du poste du développeur. Donc, hormis le DAST qui est rarement fait à ce niveau-là de la chaîne de développement, on peut très bien avoir des scans qui sont effectués sur le poste si le développeur se pose des questions de est-ce que je vais être obligé de mettre à jour mes librairies avant de pousser son code. Il peut effectuer un scan pour vérifier que les librairies qu'il utilise ne contiennent pas de vulnérabilité ou pas de vulnérabilité critique en tout cas. Il y a même des outils qui sont directement intégrés à l'IDE du développeur, ce qui fait que quand il écrit son code, ça peut directement remonter des alertes en disant « Attention, ce code est faible, mieux vaut le remplacer ce que tu as écrit par… » Et ça permet au développeur d'appliquer directement la correction au moment où il écrit son code, donc au plus tôt. Mais tout ça, ça reste à la discrétion du développeur. Ça reste à la discrétion du développeur. Et on sait bien que tous les développeurs ne sont pas forcément des développeurs complètement sérieux. On y reviendra plus tard d'ailleurs sur la formation et la sensibilisation. Et du coup, qu'est-ce qu'il en est pour le déploiement en production? Oui. Donc une fois que vous avez mis en place tout ça, donc sécurisation de votre infra, sécurisation de votre chaîne CI/CD, donc vous avez plein d'outils qui vous permettent de savoir la qualité de votre code. Vous pouvez aussi mettre en place une gate au niveau du deploy en prod qui va vous permettre de choisir ce qui passe ou pas en prod. Donc dans un premier temps, vous mettez votre gate en mode alerte, c'est-à-dire que vous poussez votre code en prod et vous recevez des alertes qui vous disent « Attention, une vulnérabilité critique a été poussée en prod ». Mais une fois que vous êtes assez mature, que le code que vous produisez est propre, quoi qu'il arrive, vous pouvez mettre en place un système de blocage qui fait que on ne prévoit pas de pousser quelque chose de vulnérable en prod. Donc si ça passe en prod, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, donc on le bloque. Mais ça demande un niveau de maturité assez avancé. Et tu vas pouvoir nous faire une petite démonstration de à quoi ça peut ressembler. Bon, je crois que c'est le moment. Alors on va prier les dieux de la démo. On va voir si ça fonctionne bien. Ce qu'on se propose, c'est de prendre cette petite appli de démo. Donc c'est une application Python, hein, c'est bête application Python, serveur web Python, qui utilise un template index.html. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit démo app pour le DevOps D-Days Paris. On va mettre Marseille, hein, ce sera peut-être mieux. Et puis on peut peut-être mettre, comme on fait ce talk en partenariat avec notre partenaire QuickSign, je vous propose aussi de mettre le logo QuickSign sur cette page web. Et puis on va passer sur ce qu'on vient de décrire, hein, ce cycle, et on va voir du coup ce qu'on peut détecter et comment ça peut se passer. Donc moi je suis développeur, et toi tu es sécu, d'accord? Allez, on est parti. Alors, vous voyez mon écran? Vous voulez que je grossisse un poil? C'est bon? OK. Alors, on va aller ici. Hop. Voilà. Alors, on va aller changer ça. Paris, tac, 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 tac. Marseille. Ça, c'est fait. Ensuite, j'ai, je crois, ici un template index.html. Et là, je vais aller changer ce SVG. Et j'en ai un tout près, là, qui est bien mieux. Tac. Hop. OK, QuickSign.svg, allons-y. Bon, là, ça y est, mon appli en local, elle est faite. Alors, je pourrais passer par la CI/CD, hein, je pourrais rentrer dans le… Normalement, je fais ça, hein, je push sur mon Git, ça déclenche le pipeline, etc. Mais là, on est pressé, hein, Cédric, il faut qu'on aille vite fait. Après, on a un autre talk. Donc, on va construire notre image Docker, hein, d'accord? On est parti. Allez, hop. Docker. Pardon. Tac, tac.
Docker build, je vais mettre un tag ici 17. Voilà, c'est parti. Allez. Ok, ça y est, je viens de construire mon image Docker. Bon, je suis prêt à la pousser sur mon registre. En ayant fait un petit scan avant, bien sûr. Ah oui. Bon, alors, je fais un scan avant. D'accord, je fais un scan avant. Les work scan. Donc, c'était quoi l'image? Je ne me rappelle plus comment elle s'appelait. Attendez, je vérifie. C'était celle-ci. Tac, tac, tac. Alors, voyons voir ce que ça donne, ça. Oula! Oh là 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 là. Oh là 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 là. Policy, container, policy 3 failed with severity critical. Exit code 1. Mince. Ah oui, 3 critiques, dont une qui est fixable. Celle-ci, là, sur les APK Tools, c'est la version 2.10, mais j'aurais dû prendre la 2.10.7. Bon, ouais, mais on n'a pas le temps. On va aller, tant pis, on pousse, tant pis. Tu peux toujours essayer. Ouais. Allez, on pousse. Allez, hop. Ça risque de pas marcher, mais bon. Pourquoi ça va pas marcher? Ouais, tu verras, je te laisse la surprise. Alors, j'ai déjà oublié combien j'avais dit. J'avais dit que c'était la 16-17. On va voir, 16-17, Docker push. Allez, on y va. Tac, tac, tac. Ok, c'est poussé. Allez, je vais déployer ici. Deployment.yaml. Tac, tac, tac. Attends, combien je vérifie comment je l'ai appelé mon image. Voilà, celle-là. Tac. Bon, là, je suis dans Kubernetes. Hein, vous connaissez Kubernetes et ses fameux YAML. Tac, hop. Et là, je vais faire un apply. Ok, je fais un apply. On y va, on déploie en prod. Hein, c'est parti. Allez. Toc. Ah. Alors, attendez. Pas assez prié. Qu'est-ce qui se passe? Je vais refaire un delete. Ah, ouais, ok, pardon. Donc, attendez. Ça. Ok, donc je play, je réapply, pardon. Effectivement. Merci pour ceux qui ont les yeux. C'était fait exprès, c'était pour vérifier que vous suiviez. Allez. Mince, ça ne marche pas, toujours pas. Bon, c'est quoi ce bazar? Eh oui, effectivement. Donc, comme on vous l'expliquait, on peut mettre en place des blocages pour éviter de pousser des vulnérabilités critiques en prod. Et c'est le cas ici, en fait. Il y a une vulnérabilité critique qui peut être corrigée facilement, en plus. D'accord, donc c'est ce fameux admission controller qui intercepte mon kubectl apply et qui va vérifier... On définit des règles pour savoir si on a le droit de pousser ou pas. Et là, la règle est, si tu as une vulnérabilité critique qui peut être corrigée, ben, tu ne pousses pas en prod. Ok, ok. Alors, je crois que j'avais... Alors, je ne sais plus où c'est que j'avais ça. Bon, bref, je ne le retrouve plus là. Je vous remontre là. Mais c'était sur l'interface LessWork, oui. Effectivement, dans les policies, j'avais mis une règle activée qui disait que si j'ai une critique et qu'en plus cette critique possède un fixe, et ben à ce moment-là, on bloque le déploiement. Donc c'est à cause de ça, quoi. Et du coup, si tu mets à jour ton image Docker, ton image de base, ouais. Tu verras que ça passe. Ok, alors il faut que je mette à jour l'image de base, oui, c'est ça? L'Alpine. Ok, bon, allons-y. On va mettre ça. Ok. Donc alors, hop, je crois que c'est là, hein, ici, Dockerfile, tac. Alors je mets à jour avec quoi? La dernière, c'est ça? C'était quoi? C'était 3.17.0. 3.17, ok, d'accord, paf. Ok. Docker build, tac. Là, on va changer, on va mettre un autre tag. Allez, c'est parti. Bon. Ok, on est reparti sur la construction. Ok, celle-ci est ok. Je vais... Qu'est-ce que je fais? Je reteste quand même pour voir si elle est différente, celle-là? Oui, tu vois si ta vulnérabilité a disparu. Donc, okay. Quand on arrive là, en fait, on a deux solutions. Soit
on corrige la vulnérabilité, mais ce n'est pas toujours possible. Et des fois, on a des contraintes business qui font qu'on est obligé de pousser en prod et qu'on n'a pas le temps de faire la correction, parce que toute correction n'est pas aussi simple que juste changer le numéro de l'image de base. Soit on bypass la règle de sécurité. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut penser. Quand on met en place un système de blocage, il faut aussi penser à mettre en place un système de bypass, parce qu'il y a des cas, très certainement, qui vont arriver, pour lesquels on sera obligé de pousser en production, même s'il y a une vulnérabilité, même si ça ne respecte pas les règles qu'on a mis en place. Donc il faut y penser. Il faut aussi penser à mettre en place un système qui fait qu'on va pousser la correction une fois qu'on aura poussé la vulnérabilité en prod. Oui, c'est le mécanisme d'exception. Hein. On peut effectivement, au travers de la plateforme, là que je ne me suis pas logué dessus, mais appuyer pour dire, voilà, pour cette image-là, je passe sur une exception. Ici, donc, du coup, ce que je vois, c'est que j'ai toujours 2 critiques hein, qui sont apparues, pour la petite info, c'est apparu hier soir, donc voilà, il n'y a pas le fixe encore, là, mais ça ne va pas tarder. Mais c'est tout juste des vulnérabilités qui viennent de sortir, celles-ci, là, les deux, c'est ces deux-là. Par contre, j'ai plus de vulnérabilité qui critique et qui dispose d'un fixe. Donc, par rapport à la règle que m'a imposée en fait mon département en sécurité, là, normalement, je suis OK. Hein, on a choisi d'un commun accord, tu veux dire. Alors, hop, on va pousser quand même donc, sur notre registre, donc ici Docker Hub, mais ça peut être GitLab ou mon registre interne. Et puis on va repartir sur mon déploiement. Tac. Pardon, c'était non, je sais pas, c'était pas ça. 12, 01, 16, 21, c'était ça, je crois. Allez, on croise les doigts. C'est parti. Bon, ça a l'air de s'être bien passé. En tout cas, mieux que tout à l'heure. Voyons ce qui se passe. Cool. Ça semble fonctionner. Alors, tout ça, c'était... merci la loutre d'avoir prié pour nous. Tout ça, c'est bien beau, mais la belle techno, ça ne fait pas tout. Oui, effectivement. C'est bien gentil d'avoir des outils qui nous remontent des vulnérabilités, d'avoir une bonne visibilité de ce qui est poussé en prod, de ce qui tourne en prod. Mais au même titre que l'Agile a voulu améliorer les échanges qu'il y avait entre les product owners et les développeurs, et que le DevOps a voulu améliorer les échanges qu'il y avait entre les équipes de dev et les équipes d'Ops, ben là, ce qu'on cherche à faire, c'est aussi améliorer les échanges qu'il y a entre l'équipe sécurité et les différentes équipes. Donc si on met en place des outils et qu'on est les seuls à être maîtres dessus et à savoir ce que ça fait, ça n'a strictement aucun intérêt. Donc il faut diffuser les bonnes pratiques sécurité, diffuser l'esprit sécurité au reste de l'entreprise, ou en tous les cas au moins à la DIT. Et pour cela, on a mis en place un certain nombre de choses chez QuickSign. Donc on a des interventions chez QuickSign qu'on appelle des cotecs. Et en gros, c'est n'importe qui dans la boîte qui veut faire une présentation d'un sujet technique, pose une date, annonce à tout le monde que la présentation va être faite, et qui veut bien venir vient, et on fait une présentation. Donc j'ai effectué 2 cotecs liés à la sécurité applicative pour présenter qu'est-ce que la sécurité applicative, en gros ce que je vous ai présenté juste avant, et 2, la vision que j'avais sur la mise en place de la sécurité applicative chez QuickSign. Une fois que ces deux présentations étaient faites, j'ai mis en place 2 canaux d'échange sur la sécurité. Un premier canal du côté Slack, donc c'est un canal sur lequel on discute au fil de l'eau de sujets de sécurité, soit des remontées des scans qui ont été faits sur le code, soit d'actualité, soit d'outillage. On peut parler un peu de tout en fait. Donc ça, c'est le premier canal. Le deuxième canal, j'organise tous les mois, à qui veut bien venir, des BBL. Donc on se retrouve le midi, chacun ramène son petit plateau repas, et on discute sécurité. Et pendant ces réunions, j'effectue des présentations sur
sur des problématiques sécurité. J'explique les grandes problématiques de la sécurité, quels sont les différents types d'attaques qui peuvent exister, comment on fait pour les contrecarrer au niveau du code. Je peux faire des démonstrations d'outils, je peux faire des démonstrations d'attaques aussi, et expliquer, encore une fois, comment on fait pour éviter ce type d'attaque en faisant du code. Donc tout ça, c'est basé sur du volontariat. Et le but, c'est d'avoir des personnes qui sont intéressées par la sécurité, qui ont envie d'acquérir cette compétence. Ça en fait des security champions, en fait, au niveau de l'entreprise. Et après, ces personnes, après être montées en compétence sur la sécurité, repartent dans leurs équipes et diffusent la bonne parole de la sécurité et peuvent expliquer, en faisant de la relecture de code, parce qu'on a au moment des merge requests, il y a de la relecture par les pairs, et peuvent sensibiliser les autres personnes à la sécurité au niveau du code. Et c'est comme ça qu'on essaye de diffuser la sécurité au sein de QuickSign. Donc ça concerne les développeurs, mais ça concerne aussi les ops, parce qu'il y a des problématiques qui sont liées aussi aux plateformes, et donc ça concerne au final aussi les DevOps. Donc j'ai vraiment ces trois publics qui participent aux réunions et qui sont inscrits au niveau du channel Slack et qui s'intéressent à la sécurité. Merci Cédric, c'est très intéressant ces bonnes pratiques. Eh bien, merci à tous. Maintenant, on a quelques minutes peut-être pour une ou deux questions. Et puis, le jeu, hein, le tirage au sort, si vous voulez scanner, n'hésitez pas, on est là pour ça. C'est rendez-vous à 17 h, je crois, pour récupérer et voir le vainqueur de ces AirPods. Mais on est là. Si vous avez une ou deux questions, avec plaisir. Une première question. Déjà, merci beaucoup pour la présentation. Moi, c'est plutôt par curiosité. Je voulais savoir la dernière démo qu'on a vue avec l'Admission Controller. Est-ce que ça veut dire que dans le back-end, quelque part, il y a quelque chose qui surveille ma registry Docker et qui fait le même scan qu'on a vu qui a été fait en local? Il y a effectivement donc sur votre cluster Cube, vous allez avoir deux services en fait, hein, deux pods, deux services applicatifs. Un qui va être le webhook dont je parlais, qu'on appelle l'admission controller, hein, qui intercepte l'appel kubectl pour aller regarder s'il est conforme à un certain nombre de règles, qui va regarder quelle est l'image qu'on souhaite déployer. Cette image, elle est connue si elle est bien passée par tout le cycle dont Cédric parlait, si on est passé dans les règles de l'art, par le build au niveau de la CI, sur le registre, etc. Mais vous avez vu, des fois, on a envie de bypasser un peu tout ça. Donc si cette image n'est pas connue, eh bien, on a un deuxième service qui est un scanner local à Kubernetes et qui va faire le scan live. Donc ça va rajouter une demi-seconde, parce qu'en général, c'est le temps que ça prend pour faire le scan. Mais donc si l'image n'est pas connue du tout, on la scanne dans la commande. D'accord, donc si l'image n'est pas connue, l'image est pull automatiquement et elle fait le scan qu'on a vu, enfin le même genre d'idée, et c'est là que ça a bloqué. C'est ça. Ok, super. Merci. Ah, il y a une question devant. Est-ce que vous avez des outils qui permettent d'avoir une vision un peu plus centralisée des résultats? Parce que là, on a vu des résultats qui sont assez crus. Alors c'est un bon point. Vous mettez en, c'est ma faute. Hein. C'est entièrement ma faute. Je vais essayer de réparer ça tout de suite, voir si ça fonctionne en live. Tac. Est-ce que hop là. Donc la question, c'est de savoir, est-ce qu'on a des outils qui, au-delà de ces interfaces un petit peu crues, un peu brutes, hein, c'est effectivement la ligne de commande. Alors là, pourquoi il ne me montre pas ici, runtime, tac, build time, pourquoi j'en ai pas là, 30.0. Donc, c'est peut-être encore une fois l'effet démo, il y a quelque chose qui m'échappe. Pour répondre à la question sans support visuel, oui, effectivement, on peut brancher l'Eswork sur notre registry. Et vu que l'Eswork est au courant des images Docker qui tournent sur l'environnement, il est capable de recouper les informations entre ce qu'il connaît des images et ce qu'il sait qui tourne en prod pour nous dire quelles sont les vulnérabilités qui sont présentes en prod. Mais il y a une interface pour ça. Et là,
Ouais, c'est l'interface que je suis en train de vous montrer, mais qui, pour une raison que je ne m'explique pas là tout de suite, ne montre pas les derniers scans, parce qu'on en a fait des scans en live. Hein. Le scan qu'on vient de faire, il est bien sûr disponible dans cette interface, hein, qui est la Container Vulnerability et qui liste en fait tous les scans qui sont effectués sur la CI, sur le registre, sur l'admission controller. Tous ces scans-là, ils vont être centralisés au sein d'une même interface. Et c'est d'ailleurs tout l'avantage d'avoir une solution comme Lacework, c'est que vos scans sont centralisés, les résultats de vos scans sont centralisés, et les policies qui sont appliquées sur le résultat des scans, parce que avoir un scan c'est bien, mais l'idée c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait après de ces scans. Et bien ces policies aussi, elles sont centralement définies dans cette interface, là, dans l'onglet Policies, et ça vous permet de dire, eh bien, je veux appliquer cette règle qui empêche les criticals d'aller en prod sur la plateforme de prod, mais peut-être que sur mon environnement de QA, je vais être plus souple, je vais autoriser les criticals. Peut-être que sur mon pipeline DevOps, je vais autoriser telle ou telle chose. Donc on peut avoir des règles qui sont adaptées par rapport aux environnements et par rapport même au projet applicatif. Hein. C'est tout quelque chose c'est de la gouvernance, c'est de la gouvernance de la sécurité au niveau global. Et donc là, merci Cédric, on a ce dashboard là où on va voir toutes les CVE sur les différentes images qui ont été faites au cours du temps, quel est le risque de l'image, tout ça c'est effectivement c'est centralisé et disponible sur la plateforme. Est-ce qu'il y a une... c'était ça votre question? Peut-être une dernière question du coup? Quel est l'avantage de cette solution par rapport à Starboard d'Aquasec par exemple? Alors, il y a beaucoup de solutions aujourd'hui. Le monde de la sécurité foisonne de solutions. Moi, ce qui me paraît important, c'est pas le scan lui-même. Aujourd'hui, dans le monde de la sécurité, le scan, c'est une commodité. Avoir des outils qui sont capables d'analyser du code statique, des outils qui sont capables d'analyser une image Docker, on trouve ça gratuitement en open source. La complexité, c'est qu'est-ce qu'on en fait? On va se trouver avec 200 ou 250 vulnérabilités sur une image. Et so what? Qu'est-ce qu'on en fait? Quelles sont celles que je dois traiter? Est-ce que je dois arrêter le déploiement ou est-ce que je vis avec? Donc c'est cette gestion des priorités qui est compliquée. Et donc c'est ce que nous, on essaye de faire parce que vous pouvez très bien appliquer une règle simple comme on a fait là, mais c'est une règle très très simple. Hein. C'est une critique, elle est fixable. J'ai juste à appliquer le fixe, et puis on n'en parle plus. Mais c'est peut-être plus compliqué que ça, ce que je veux faire. Est-ce qu'elle est exposée sur Internet? Est-ce que mon image, c'est mon image de base? Est-ce que du coup, j'en ai qu'une? J'ai qu'un container qui est concerné? Ou est-ce que j'en ai 200? C'est pas pareil. Donc c'est des notions. Et avec cet outil chez Lacework, on fait aussi la corrélation avec ce qu'on voit en exécution sur le runtime. Et donc on sera capable de dire, l'image là qui est vulnérable, il y en a 200 qui tournent parce que c'est votre image de base, et il y en a 200 qui sont sur le cluster en ce moment en train de tourner. Et il y en a, parmi ces 200, il y en a 50 qui sont directement exposés avec des flux qui passent en ce moment sur des endpoints applicatifs. Donc, tout ça, c'est des choses à prendre en compte, quoi. Je me permets de rajouter mon point de vue de la sécurité. Quand on fait des scans qui nous remontent des vulnérabilités, c'est 5% du travail, en fait. Derrière, il faut faire une analyse. C'est ça qui dure le plus longtemps. Donc là, Lacework, en fait, fait pas tout. C'est-à-dire qu'on a encore du travail derrière, mais nous allège d'une bonne partie de l'analyse qu'on a à faire derrière. Il faut remettre en contexte en fait la vulnérabilité pour savoir si on est vraiment, voué à être attaqué via cette vulnérabilité. Donc effectivement, comme il disait, si vous savez qu'elle n'est pas directement exposée sur Internet, ça vous réduit le risque. Si vous savez qu'elle n'est pas très répandue, ça vous réduit le risque. Donc, en gros, la sécurité, c'est mettre un curseur. Et pour mettre un curseur, il faut faire l'analyse. Et donc là, ça nous permet d'alléger l'analyse qu'on a à faire dessus. Je voulais juste savoir, moi, ça scanne que des CVE ou...
Ça scanne donc, alors on rentre un peu plus dans le détail, ça scanne les CVE d'un point de vue, hop, je vais vous redonner... Alors ça va vous scanner les CVE liés à, à vos images Docker, ça va aussi vous scanner, au-delà du scan, ça va vous remonter des vulnérabilités liées à vos systèmes, et dépendance aussi. Et la partie SCA, donc librairie applicative comme Log4j, donc c'est package système, des CVE liés à des package système, CVE liés à des librairies applicatives tierces. Alors c'est scanné au moment du build, effectivement, mais vu que vous pouvez avoir des vulnérabilités qui apparaissent alors que votre applicatif est déjà passé en production, il y a aussi une veille qui est effectuée pour vérifier que sur l'applicatif qui est déjà en prod, il n'y ait pas de nouvelles vulnérabilités qui montent. Il y a ça aussi auquel il faut penser. Donc ça scanne les vulnérabilités, et effectivement, ça ne scanne pas encore les faiblesses, mais par contre, ça fait de la compliance au niveau de la configuration de votre cloud. Par exemple, effectivement, ça peut aussi regarder votre manifeste Docker, regarder si vous avez un entry point qui tourne en route. Si votre image démarre en route, par exemple, c'est des choses aussi qu'on sera capable de faire. Mais ça, je vous propose peut-être que, si vous voulez, je pourrais vous montrer l'ensemble des règles qu'on peut appliquer. Peut-être qu'on s'arrête là. Je crois qu'il y a une conférence encore qui... Oui. Et juste 5 heures, oui, 5 heures. On dit 5 heures sur le stand. Pour le jeu concours des AirPods, tu peux remettre le QR code si tu veux. C'est le tirage au sort a lieu à 17 h sur le stand si vous souhaitez participer. Et merci à tous pour votre participation. Merci. Et bonne fin de journée.